Étienne. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Voilà, très heureux d'être là avec vous ce matin. On est parti pour un petit quart d'heure effectivement de tendance, l'occasion de pouvoir effectivement échanger sur tout ça. Alors je voulais aussi vous annoncer le lancement de notre dernier livre qui est sorti hier, qui est un livre qui traite le sujet coordonné de l'intelligence artificielle, du développement durable et de la transformation des organisations. Un sujet qui est évidemment d'actualité pour le secteur public. Voilà. En régie, on peut me mettre le timer, s'il vous plaît? Voilà, merci. Du coup, effectivement, un des traits de Paris 2024, bon, d'abord, vous dire que c'était extraordinaire et que moi, à titre personnel et familial, j'ai pu en profiter. C'était une expérience qui me marquera à vie, tellement c'était incroyable. Voilà, et du coup, on va revenir un peu sur des éléments factuels. Donc d'abord, effectivement, la température par rapport au dernier JO à Paris, il y a un siècle, elle a augmenté de 2,4 à 2,7 degrés. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est factuel. Donc c'est un vrai sujet. Et puis effectivement, il y a quand même 6 grandes attentes liées à l'urgence climatique qui a été mis en place. Donc les attentes, c'était effectivement la captation et la compensation des émissions, c'est le sujet numéro 1. Le sujet numéro 2, on a l'occasion d'en parler avec NG Solutions, la géothermie. Le 3, le réemploi d'infrastructures existantes, qui est quand même un des grands sujets de cette édition. Et puis la construction d'un village éco-responsable, la promotion du sport accessible à tous, on en reparlera aussi dans quelques instants. Et puis un véritable héritage matériel et infrastructure. Alors, 95% des sites, effectivement, étaient existants ou temporaires. Donc, c'est sûr que par rapport à Rio ou Athènes, le résultat ne sera pas le même en termes d'héritage. Donc, plutôt important. Et puis, on n'a pas fini, bien sûr, de voir effectivement tout ce qui s'est passé. Mais sur, en tout cas, cette partie responsable des Jeux, on peut quand même le constater. Ça a été l'occasion aussi d'investir assez massivement dans la rénovation d'infrastructures. Ça va aussi faire partie de l'héritage des Jeux, on le voit ici avec ces 4 exemples. Et puis, il y a effectivement le village olympique qui va devenir du coup un quartier. Donc à partir de fin 2025, début 2026, il y aura les premiers habitants qui viendront du coup prendre la suite des athlètes. On avait, nous, suivi pas mal les JO de Londres et on a vu effectivement le quartier de Londres émerger et devenir un vrai quartier de Londres. Et on espère que ça va être exactement la même chose, ce serait super. Après, effectivement, le cluster média. Et puis, je l'évoquais il y a quelques instants, Athènes ou Rio, où là, ça a été beaucoup plus compliqué en termes d'héritage. On le voit au niveau des infrastructures qui sont encore comme ça. Et donc, ça a été l'occasion, effectivement, de cette fois-ci de prendre vraiment en amont, avoir une réflexion stratégique. Alors, j'ai eu l'occasion de me rendre à Pékin en 2008. Et donc, c'est très intéressant parce que ça a été les premiers Jeux vraiment conçus avec une intégration d'un héritage derrière. Beaucoup d'infrastructures sont aujourd'hui totalement et continuent à être exploitées. Donc, c'est des bons cas. Et puis, il y a aussi Londres, je l'évoquais il y a quelques instants, le village olympique qui est devenu un vrai quartier, le stade évidemment qui est réutilisé. Et du coup, Paris s'est quand même pas mal inspiré des JO de Londres par cet aspect, même s'il y a eu moins de construction à Paris qu'il y avait eu de construction pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Voilà, alors du coup Los Angeles, on ne sait pas encore ce que ça va donner, on sait juste que la cérémonie sera dans 2 stades, dont un stade de 1932, donc en termes de réutilisation, c'est quand même intéressant de voir qu'ils arrivent à utiliser assez longuement les infrastructures. Alors on passe à la deuxième partie, c'est la partie effectivement la France nation sportive et inclusive. Alors tout d'abord, les Jeux Olympiques ont été l'occasion d'inclure un grand nombre de startups de la Sporttech. Ça a été l'occasion aussi de tester à grande échelle l'implémentation de ces technologies, de ces startups françaises pour essayer d'aider à une meilleure expérience sur route. On le voit ici avec Airfit sur les aménagements d'aires de fitness en libre accès qui ont été implantés un peu partout en France. Et puis aussi beaucoup d'outils d'analyse, de matching, voilà, la partie e-gaming aussi qui a été pas mal promue pendant cette séquence-là. Donc beaucoup de startups. Là où j'aimerais m'arrêter, c'est sur la partie effectivement inclusivité, avec tout le programme du CPSF, club inclusif, avec cette idée effectivement de former plus de 3000 clubs à la pratique pour justement être beaucoup plus inclusif et accueillir des pratiquants en situation de handicap.
Europe. Donc là, on espère effectivement que les Jeux paralympiques ont permis cette prise de conscience et vont permettre à plus en plus de clubs de pouvoir intégrer du coup des personnes en situation de handicap un peu partout en France. Alors, on a quelques éléments intéressants. D'abord, effectivement, à Bobigny, avec l'héritage paralympique, hein, voilà, et sur toute la Seine-Saint-Denis. Donc, le futur pôle de référence inclusif sportif métropolitain, c'est ce que j'évoquais, qui va être inauguré effectivement mi-octobre. Donc, on le voit, les sports paralympiques ont vraiment poussé, on l'espère, la pratique. Et puis, l'idée derrière, vous l'avez vu avec l'initiative La Fête du Sport, c'est d'avoir une nation plus sportive. On le voit très bien en termes de santé publique, l'impact positif que ça peut avoir. Donc, voilà, il y a pas mal de campagnes qui ont été faites autour de ces initiatives. Alors, après, ce qui est intéressant, il y a 2 grands chiffres qu'on voulait vous partager ce matin. D'abord, 95% des adultes sont exposés à un risque sanitaire par manque d'activité physique ou trop de temps passé assis, et 80% sont en dessous du seuil d'activité physique recommandé par l'OMS. Donc, on est vraiment dans un contexte de santé publique. Et moi, j'ai vécu pas mal de cas quand j'étais à l'Éducation nationale. Et je me rappelle d'une conférence de presse qui était aux États-Unis avec le ministre de l'Éducation américain et le ministre de la Défense américain, qui disait que le taux d'obésité des Américains était tellement élevé qu'il y avait un risque pour la sécurité des États-Unis, puisqu'il n'y avait pas assez de candidats qui étaient valables pour être intégrés dans l'armée à cause du degré d'obésité. Donc c'est vraiment un sujet qui devient très très important et qui a un impact fort aussi sur l'économie. On passe à la 3e partie, sur la partie transport et logistique, qui a été un très très grand défi, puisqu'on l'a vu sur le territoire. Ça a été plus de 1 million de personnes supplémentaires par jour, hein, et surtout c'était concentré autour des zones olympiques. Donc ça, c'était très très dur à prévoir, de voir exactement comment se comportaient les flux. Il y a eu une énorme initiative de la SNCF et de la RATP. Et puis, bien sûr, au niveau des villes olympiques qui recevaient des épreuves ou des pays. Et donc, ça a été un défi extrêmement important à souligner. Il y a eu pas mal d'initiatives. Renforcement, effectivement, des livraisons vélo-cargo. Voilà, adaptation des itinéraires. C'est une certaine complexité, n'est-ce pas? Vous l'avez tous vécu comme moi. Une priorisation aussi des envois et puis la flexibilité pour les points de retrait. Alors l'initiative, ça avait été la mise en place de Jobtimize pour essayer d'identifier par trajet quelles étaient les meilleures options pour aider les franciliens dans leur déplacement. Bon, ça a été compliqué, hein. Moi, j'avoue que, par exemple, le QR code, j'ai jamais réussi à l'avoir. Voilà. Mais sinon, sur d'autres aspects, c'était quand même plutôt bien fait et ça a permis quand même d'aider à la fluidification, non seulement des personnes qui travaillaient sur zone, mais aussi des touristes qui venaient pour se déplacer. Donc, au niveau des entreprises, effectivement, il y a eu un départ assez massif des employés parisiens dans cette séquence, avec un appel au télétravail et une planification des congés, et puis le pass-jeu qu'on évoquait pour pouvoir accéder aux zones. Donc ça a été une belle organisation aussi. Après, évidemment, le vélo a été fortement utilisé dans cette séquence. On a vu un fort développement des usages facilité par la mise en place d'infrastructures qui sont un héritage pour le coup du Covid. Et puis du coup, la capacité à signer des contrats, la location de vélos aussi se développe énormément. Donc ça, c'est plutôt intéressant à souligner, avec un grand nombre de startups qui émergent dans cet univers de la location long terme de vélos. Alors, ici, effectivement, c'est ce que j'évoquais, l'héritage des voies cyclables, et puis pas mal de choses sur le développement du Vélib un peu plus loin que sur la métropole du Grand Paris et pas que sur Paris. Donc ça, c'est aussi intéressant. Alors après, on va avoir toute la partie transport, avec le métro, les taxis, les navettes, l'assistance humaine. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour une coordination aussi sur cet aspect-là.
et avec la possibilité vraiment d'accompagner les gens de point à point et de répondre à toutes leurs questions. Pas mal de startups ont été utilisées. On pense à Tradivia, qui permettait de traduire en temps réel les questions des touristes en 17 langues, qui a été utilisé avec la RATP. Et ça permettait du coup d'avoir réponse à tout dans n'importe quelle langue pour des personnes qui forcément ne parlaient pas 17 langues. Donc ça, c'est l'intégration d'une startup, effectivement, pendant les JO avec la RATP. Alors, il y a eu sur la mobilité aussi des tests. On pense à Urban Loop, qui est un projet qu'on suit, effectivement, qui est maintenant poussé par Keolis et SNCF, et qui, on l'espère, va pouvoir se développer avec un carbone au kilomètre record. Donc ça serait bien pour nos villes. Alors, on passe maintenant à l'attractivité des territoires. Donc, plusieurs choses. Même si le bilan peut être mitigé parce que je l'évoquais, c'est des zones très concentrées qui ont reçu beaucoup de touristes et du coup dans d'autres zones il y avait beaucoup moins de touristes et le résultat est moins bon, mais on peut quand même se féliciter des 11 millions de visiteurs dans la métropole du Grand Paris. Donc c'est effectivement encore 80% des visiteurs des JO étaient des visiteurs nationaux, donc ça reste quand même une surprise. On s'attendait un peu comme aux Coupes du Monde en 98 pour ceux qu'on connu ou d'autres, plus de 50% de touristes étrangers. Et ben non, c'était plutôt des Français qui avaient acheté des places pour les JO. Et donc il y a eu des vagues bien sûr, énormément de touristes internationaux, mais pas dans une proportion en tout cas qui avait été évoquée précédemment. Voilà. Et puis États-Unis, effectivement, les pays qui étaient les plus, en termes de visiteurs, c'était États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni. Il y avait pas mal de pays, évidemment, qui étaient présents. Et moi, à titre personnel, ce qui m'a marqué, c'est le pourcentage des familles d'athlètes et des équipes, des staffings d'équipes. Ça remplissait parfois un quart de stade, tellement c'était nombreux. Donc ça, c'est aussi pareil. En termes de volumétrie, c'est pas des choses qu'on avait imaginées. Alors là, effectivement, ça a été... Alors, qui est allé aux Jeux Olympiques assister à une épreuve? Vous pouvez lever la main. OK, donc à peu près plus de 50%. Et qui a assisté aux Paralympiques? OK, donc on est sur un 30%. Très bien. Parfait. Donc effectivement, Paralympique, impressionnant. Beaucoup de gens sont venus. Plus de 2 millions de billets vendus, un record dans toute l'histoire des JO paralympiques. Un très, très gros succès. Il y a eu aussi l'effet FOMO de SIG. Alors, effectivement... Qui a fait les Paralympiques mais aurait bien aimé faire les Jeux Olympiques? Une personne, deux. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup en soirée, moi, à Paris. Les gens disent « Ah, c'était bien les JO. » Je dis « Qu'est-ce que t'as fait ?» Et ils me disent « Ah, j'ai fait les CSI Foot. » Donc c'était pas totalement les Jeux Olympiques, mais c'est intéressant. Ça a tellement cartonné les JO qu'il y a un phénomène social de FOMO et beaucoup de gens, effectivement, ont essayé de vivre une expérience et les Paralympiques ont aidé à ça. Donc le mass transit, c'était le meilleur moyen de transport. Donc ça, on peut s'en féliciter. L'application était très très efficace. Je ne sais pas si c'est utilisé. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. On avait les informations en temps réel, les flux, les blocages, et de point à point par rapport au site qui avait été intégré. Ça a vraiment permis en plusieurs langues de pouvoir énormément fluidifier les choses. Et on n'a pas eu les phénomènes qu'on avait eu précédemment sur un événement sportif qui s'était pas très bien passé. Voilà, les territoires, bien sûr, il faut en parler. Il y a Saint-Quentin-en-Yvelines qui en a profité pour se revitaliser en amont des JO, donc avec des nouvelles infrastructures, des espaces vélos, l'expérimentation, comme j'évoquais, de Urban Loop. Donc ça a été aussi un moment pour les territoires de prendre beaucoup d'initiatives. Alors, la question, elle est sur l'héritage. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la matinée, mais... On va le voir, au niveau immobilier, après les JO de Tokyo en 2021, le prix du mètre carré avait augmenté de 22%. À Londres, il avait grimpé de 24%, à Athènes de 14%. Donc, je ne sais pas si l'augmentation du prix du mètre carré est bénéfique pour nous ou pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une attractivité, la marque est forte. La marque Paris, qui avait été un peu décriée, n'a jamais été aussi forte post-Jeux Olympiques. Donc, on espère que ça va avoir un effet durable sur le tourisme et sur les investissements étrangers en France. Et maintenant, écoutez, il y a pas mal de débats autour des anneaux olympiques. Ça fait partie de l'héritage, donc ça sera intéressant à suivre, comment ça finit. Il y a aussi, du coup, la piétonisation en cours du pont Iéna. Quel impact au niveau de la sécurité, au niveau du flux des Parisiens versus le flux de touristes. Et puis la vasque olympique, puisqu'il y a déjà une entreprise de Moselle qui a été choisie pour recycler l'hélium qui était contenu encore dans le ballon. Donc les choses se mettent en place,
mais il y a encore pas mal d'inconnus sur le traitement final des actifs et du coup de tout ce qui a été produit pendant les Jeux Olympiques. L'autre point gagnant, c'est effectivement la végétalisation et la pittonisation qui continue à s'accélérer. Donc il y a pas mal de projets. Il y a, comme vous le savez, les Jeux Olympiques, sur les Champs-Élysées, il y a de très gros projets en cours qui sont en train d'être mis en place. Il y a effectivement l'extension de la place de la Concorde avec l'anneau piétonnier qui va prendre la moitié de la place. Donc ça va avoir quasiment une extension du jardin des Tuileries. Et puis on va continuer effectivement. La mairie de Paris va continuer à investir effectivement sur les différentes grandes avenues et l'amélioration de cet axe stratégique pour le rendre plus piétonnier et moins associé aux voitures. Donc, dans les inconnus, il y a effectivement la limitation de vitesse, le périph', qui est un très grand sujet de crispation. Qui appartient au périph', qui peut décider? Est-ce que ça appartient à Paris? Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est un acte stratégique? Donc les débats sur YouTube, je vous encourage à les suivre entre le préfet et certains élus, parce que c'est hyper intéressant. Voilà. Et puis la question aussi du covoiturage. Le covoiturage se développe, mais il n'explose pas non plus. Est-ce qu'on lui a donné toute sa chance au covoiturage dans des zones où effectivement il n'y a pas d'infrastructure de mobilité partagée? Donc il y a des vraies questions par rapport à ça, et ainsi bien sûr aux voies réservées. L'autre grand sujet, hein, alors évidemment ça coûte énormément d'argent, c'est extrêmement long, c'est l'accessibilité des transports. C'est un sujet qui revient systématiquement. Mais voilà, il faut faire les stations les unes après les autres. Mais en tout cas, ça avance. Hein, et voilà, ça a démarré il y a déjà plus de 20 ans. Et comme on le voit ici, ça va durer encore 20 ans pour pouvoir connecter les stations et les rendre les plus accessibles possibles. Et puis, un autre gros sujet, c'est la baignabilité, n'est-ce pas? Alors, on a parlé de la Seine. Là, effectivement, on parle de la Marne. On va voir où on en est à l'été prochain. Il y a beaucoup de villes européennes qui avancent là-dessus. Je pense que vous avez vu sur Internet, Bâle, en Suisse. Il y a beaucoup de villes qui bossent sur la capacité, effectivement, à pouvoir se baigner dans les fleuves et les reconquérir, comme c'était le cas il y a un siècle. Donc ça, c'est un des prochains gros chantiers, effectivement, et on espère que ça va pouvoir se faire. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention, et je serai là toute la journée pour échanger avec vous. À tout à l'heure.